Aix à Versailles, de l'église à l'opéra. Soyez les bienvenus. Musique en mémoire, Jean-Luc Rieder. Est-ce qu'on peut se diriger vers le cloître? On peut entrer dans le... Ça, c'est peut-être un peu plus délicat. Je pense qu'il faut que ce soit les heures de visite et il y a un droit d'entrée. Enfin, je crois que c'est très filtré, en fait. Bonjour David Mestrier. Bonjour Jean-Luc. On ne va pas pouvoir entrer dans ce cloître, dit-on, même si nous allons passer une semaine à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, sur les lieux mêmes où est né André Campra, où il a eu sa première fonction de maître de chapelle, tout jeune déjà. Tout cela avec plusieurs invités tout au long de cette semaine qui nous rappellent le souvenir de ce grand musicien du grand siècle. Vous êtes donc allé à Aix-en-Provence au cœur du mois de juillet. Difficile comme travail, David Mestrier. Il faisait chaud, vous imaginez, Jean-Luc. Pénible. Donc, heureusement qu'on avait la fraîcheur des voûtes de Saint-Sauveur à défaut du cloître grillagé. Et c'est sur ces bancs donc, où 3 siècles plus tôt avait été actif André Campra, que l'un de ses grands défenseurs d'aujourd'hui, le musicien, chef d'orchestre, fondateur de l'ensemble Les Fêtes d'Orphée, Guy Laurent, me parle du compositeur. Guy Laurent, vous-même, vous êtes aixois? Alors non, je ne suis pas aixois, mais quand même depuis 50 ans, habitant à Aix-en-Provence, donc je pense que ça y est, l'adoption est consommée. Parce que votre ensemble Les Fêtes d'Orphée a été un peu vagabond les premières années. Il a été fondé d'abord du côté de Marseille, ou en tout cas entre deux. C'est-à-dire que notre activité pendant les 10 premières années, donc nous avons maintenant 26 ans d'âge, je crois, Les Fêtes d'Orphée. J'ai créé ça en 1986. Au début, pendant une dizaine d'années, effectivement, notre activité était plutôt centrée sur des lieux à Marseille. Et puis, constatant qu'il n'y avait pas véritablement possibilité de développer notre action sur Marseille, eh bien, on a choisi Aix-en-Provence. Et là, effectivement, le développement a été quand même plus favorisé, avec une résidence permanente de l'ensemble depuis lors, donc ça fait 17 ans maintenant. Et puis nous avons occupé pendant 8 ans une chapelle baroque magnifique qui est actuellement en cours de restauration et que nous allons d'ailleurs retrouver. La ville nous l'a promis dès que le lieu sera à nouveau en usage. Et donc à ce moment-là, qui est le siège de notre activité où nous avons toutes nos répétitions et l'ensemble de nos concerts et où nous pouvons aussi inviter des groupes qui pratiquent un petit peu la même musique patrimoniale que nous. Quelle est la place d'André Campra dans le répertoire des Fêtes d'Orphée? Elle est très conséquente, c'est plus d'une trentaine d'œuvres que nous avons pratiquées déjà jusqu'à présent. Alors nous nous attachons évidemment, c'est notre principe, aux œuvres qui sont les moins connues. Et ça tombe bien puisqu'elles correspondent à la jeunesse en fait d'André Campra. On connaît évidemment ses œuvres de maturité, ses quelques œuvres, les grands opéras, les ballets, etc. Les grandes œuvres religieuses, évidemment le Requiem, évidemment, voilà, certaines de ses œuvres. Et nous, notre travail, c'est lorsque les compositeurs provençaux ne sont pas connus du tout, c'est tout simplement de les faire connaître. Tout le travail reste à faire. Quand ils sont connus ou plus connus comme Campra ou comme Jean-Gilles, c'est de dévoiler la part d'ombre, c'est de dévoiler la part inconnue de leur production. Et donc on a la chance que Campra a composé pour la ville d'Aix. Ici on est quand même tenu à des supputations, à des hypothèses, mais Anne Backer aussi, qui est la grande spécialiste de l'œuvre de Campra, corroborait cette idée en disant que, par exemple, tous les petits motets du premier livre ont vraisemblablement été composé dans le sud de la France, voire même à Aix-en-Provence. De même, notre fonds manuscrit de l'ancienne maîtrise de la cathédrale contient de la plume de Barali, qui est le grand copiste du milieu du XVIIIe, auquel nous devons les traces écrites de ce fonds musical. Donc ce fonds comporte un certain nombre de grands motets, manuscrits donc qui attestent de leur présence dans le fond de la cathédrale et qui sont véritablement des compositions de Campra jeune alors qu'il est encore aixois.
Donc surtout de la musique religieuse, parce qu'on imagine que ce n'est qu'à Paris qu'il compose pour l'opéra. Il y a d'autres pages profanes qui datent du jeune Campra. Il a tout de même passé 30 ans quand il monte à Versailles et à Paris. Oui, alors, interdiction était faite par le clergé de l'époque que les maîtres de musique, qui étaient obligatoirement clercs, on a quelques exceptions mais qui sont extrêmement rares, ces compositeurs étaient clercs, voire prêtres, avaient l'interdiction absolue d'écrire de la musique profane. Donc, a priori, Campra, quand il était à Aix, n'a pas écrit ce type de musique. Alors, y avait-il dans ses tiroirs secrets quelques œuvres déjà en préparation peut-être? De même, lorsqu'il est à Toulouse, avait-il déjà la même propension? C'est une évidence, puisque Campra, et par l'influence de son père, très certainement, a toujours été extrêmement attiré par la musique de scène. Et c'est lorsqu'il est maître de musique à Notre-Dame de Paris, donc, que sous un autre nom, il va commencer à publier des œuvres profanes, parce que si on avait su que le maître de musique de Notre-Dame écrivait aussi de la musique profane, eh bien, il n'aurait pas tenu sa charge pendant bien longtemps. Et puis finalement, la chose va être éventée, un petit libelle va circuler dans Paris pour indiquer à tout le monde que Campra écrit en fait pour l'opéra. Et à partir de ce moment-là, il sera quasiment obligé de démissionner de son poste et il va se consacrer pendant tout le milieu de sa vie à la scène. Mais il reviendra ensuite à la fin de sa vie à la musique religieuse, puisqu'il prendra un quartier à la Chapelle Royale, et ceci jusqu'à sa mort. Est-ce qu'il est prêtre lui-même? Il est clerc, vous dites, donc il a été consacré d'une certaine forme? Alors il est clerc tonsuré, mais il n'est pas prêtre. Et donc c'est à Aix qu'il porte d'abord l'habit rouge, si mes souvenirs sont bons, à son entrée. Il a 12 ans, et puis ensuite, un peu plus tard, il porte l'habit noir des clercs, justement. Il est clerc tonsuré, mais sa carrière ecclésiastique s'arrêtera là. Et en fait, Campra est plutôt connu pour avoir un tempérament plutôt libertin. Donc il n'est pas marié non plus? Alors, il n'est pas marié, non. Mais bon, quelques anecdotes prouvent qu'en fait, il avait une vie assez libre et qu'il partageait avec quelques grands de ce monde dans l'aristocratie parisienne. La coquette nous trahit, la prune nous désespère, et la jalouse en colère irrite qui la chérit. La belle et capricieuse, la savante audacieuse tyrannise qui la suit. L'indolente est ennuyeuse, ces insipides langueurs ne font qu'endormir nos cœurs, ne font qu'endormir nos cœurs.
Vous avez en préparation, Guy Laurent, avec votre ensemble Les Fêtes d'Orphée, la recréation ou la première interprétation dans les temps modernes, comme disent les Anglais, d'une idylle en musique de Campra qui a été redécouverte tout récemment, qui s'appelle Les Muses naissantes, je ne me souviens plus du titre exact. Les Muses rassemblées par l'amour. Les Muses rassemblées par l'amour, très joli titre. Et donc que vous allez monter probablement... racontez-moi toute l'histoire. Alors c'est notre collègue, jeune collègue, donc Jean-Philippe Goujon, qui a retrouvé à la bibliothèque de l'Arsenal cette partition qui était réputée perdue et sur laquelle il est tombé fort opportunément. Et nous l'avons su, on s'est rencontrés, et donc l'idée immédiatement est venue que les Fêtes d'Orphée puissent être porteuses du projet de redonner effectivement cette œuvre. Alors, non seulement parce que c'est une grande œuvre pour la scène d'André Campra, mais encore parce que cette idylle est dédiée à la ville d'Aix-en-Provence. Alors là, vraiment, on ne pouvait pas imaginer plus beau projet pour nous-mêmes qui défendons André Campra, la musique provençale, les compositeurs baroques de notre région et aixois en particulier, plus beau projet que celui-là. Évidemment, c'est un projet ambitieux puisque c'est une œuvre pour la scène. Et même si on met de côté dans un premier temps l'aspect scénique qui suppose une création chorégraphique, des danseurs, et puis bien sûr ensuite une mise en espace, une mise en scène, des costumes, des décors, etc. Il y a quand même 52 minutes de musique à assurer, même si dans un premier temps on écarte cet aspect scénique, reste l'aspect musical qui nécessite un orchestre baroque de plus de 20 instrumentistes. Le chœur intervient 6 fois, il y a 11 personnages chantés, et encore une fois, il s'agit d'une œuvre de près d'1 heure. C'est dire que la mise en œuvre de cette recréation nécessite bon nombre de répétitions pour un personnel musical assez conséquent, et donc un budget en accord. Alors ce projet a été retenu pour Marseille-Provence 2013 et on avait l'ambition de le donner ces jours-ci d'ailleurs à Aix-en-Provence en 2013. Et puis voilà, les partenaires ont un petit peu manqué à l'appel. Certains ont répondu comme nous l'espérions et puis d'autres non. Donc on s'est retrouvé devant un budget qui ne permettait absolument pas de redonner dans des conditions décentes cette œuvre. Bien évidemment, si elle doit être recréée, c'est dans des conditions qui rendent justice à la qualité de l'œuvre et à l'importance de l'événement. Donc cela est reporté d'1 année. On espère qu'en 2014, les vents seront favorables et que cette idylle reverra le jour. Pendant le festival d'Aix-en-Baroque que vous animez ? Dans ce cas, ce sera notre grande œuvre et elle sera présentée d'ailleurs au moins 2 fois dans le cadre de ce festival. Et nous espérons évidemment vivement pouvoir y arriver. Le matériel d'orchestre reste à restituer puisque selon l'habitude de l'époque, seule la première ligne de premier violon et la basse continue sont écrites pour l'essentiel. Donc les parties intermédiaires doivent être réécrites. Sur une œuvre conséquente, c'est quand même un vrai travail. Quant au chœur, il s'est déjà approprié la moitié des chœurs qui sont à chanter dans l'œuvre. Les solistes sont déjà désignés et ont déjà commencé leur travail de soliste. Notre orchestre baroque ne demande qu'à servir cette œuvre et à être engagé pour l'occasion. Donc voilà, de notre côté, tout est prêt et on attend d'avoir les moyens certains pour lancer l'opération pour 2014. Comment fonctionne cet ensemble à géométrie très variable que sont les Fêtes d'Orphée ? C'est un chœur non professionnel d'une 30aine de chanteurs, c'est un ensemble de musiciens, eux, qui sont calés, notamment pour la musique baroque, dans le répertoire de leur époque, mais c'est aussi des musiciens comme ce concert auquel j'ai assisté l'autre soir, aixois de tous les siècles que vous faites, que vous révélez. Il y a Félicien David, qui est aussi un homme du lieu au 19e siècle, parmi les noms connus. Il y a des noms absolument inconnus que vous faites découvrir, comme cet Alexandre de Villeneuve, dont je n'avais jamais entendu parler, qui était lui aussi un musicien du grand siècle. Et vous faites travailler donc à la fois des chanteurs professionnels, des chanteurs non professionnels. Vous leur inculquez cet art du baroquisme, comme on pourrait l'appeler, qui est très différent de chanter a cappella de la musique du 19e siècle. Guy Laurent. Oui, bien sûr. Alors, notre histoire est maintenant longue puisque notre parcours a maintenant 26 ans d'âge. Au centre est effectivement un ensemble de chanteurs amateurs, recrutés au meilleur niveau et avec une obligation de formation continuée et de progrès constant. Nous travaillons aussi beaucoup en collectif. Ces musiciens de chœur sont donc aguerris
aux techniques baroques. Ils lisent les documents anciens, les partitions manuscrites anciennes des XVIIe et XVIIIe siècles. Travailler sur manuscrit alors. Alors on travaille la plupart du temps, à chaque fois que cela est possible, sur les manuscrits originaux, donc avec les clés anciennes, avec le solfège ancien, avec l'écriture manuscrite, avec cette relation toujours un petit peu plus compliquée pour des musiciens actuels de relation entre la syllabe et la note, avec parfois des décalages de plusieurs notes, etc. Mais bon, c'est une technique qui s'apprend. Et donc ces musiciens sont devenus spécialistes, non seulement en termes de lecture, mais aussi en termes d'interprétation, puisque c'était l'une de mes tâches aussi, de beaucoup travailler sur l'interprétation. Et donc je transmets ce que les traités nous disent et ce que la pratique des grands interprètes d'aujourd'hui nous disent également sur la matière de vocaliser, d'ornementer à la française, sur tout ce qui concerne l'articulation, la rhétorique, la déclamation, les justes tempi, tout ce qui fait une interprétation qui essaye, en sachant que nous n'y arriverons jamais bien évidemment, mais qui essaye de se rapprocher d'une certaine forme d'authenticité.
J'ai entendu, pour prendre un petit exemple, dans le concert, dans les pièces d'André Campra, une fin qui est souvent sur une appoggiature. Est-ce qu'elle figure dans la partition? Est-ce que c'est une chose que vous ajoutez? On entend souvent d'autres interprètes faire même des tremblements à ces endroits-là, même pour des œuvres chorales. Alors dans les ornements, il y a ceux qui sont développés, écrits par le copiste ou par le compositeur lui-même. Là, il suffit de les faire. Voilà, tout est écrit. Alors ce sont les vocalises, c'est certains coulées, appuis, cadences, etc. Il y a ensuite des ornements qui sont figurés, c'est-à-dire c'est un petit signe qui indique que là, il faut faire un ornement dans le choix qui est alors offert selon le style de l'époque. Et puis il y a, et nous le savons par les traités, des ornements qui ne sont écrits nulle part et que tout le monde faisait à l'époque. On faisait selon ce qu'on appelle à l'époque le bon goût. Alors le bon goût d'il y a 3 siècles, voilà, il faut se replonger dans l'esthétique de cette époque, ni trop peu, le bon ornement bien réalisé au bon endroit, et ce dont vous parlez, qui sont des ports de voix, souvent sur les tierces finales par exemple d'un accord, et qui créent une dissonance pour ensuite évidemment faire consonner le dernier accord. Ça ne sont pas écrits, et on sait par l'habitude que dans telle ou telle partition, ils seront notés et qu'ensuite ils ne sont pas systématisés dans l'écriture, mais qu'ils sont licites à cet endroit-là. C'est un dernier retard, c'est une dernière surprise avant de conclure d'une façon équilibrée et stable sur un accord parfait. Pour évoquer Campra, et dans la cathédrale d'Aix-en-Provence, au micro de David Mestry, Guy Laurent. Pour les petits motets, comme je l'indiquais, vraisemblablement le premier livre, à peu près tous les titres du premier livre auraient été composés dans le sud, voire à Aix-en-Provence, véritablement. D'après le Cerf de Lavieille en 1705, son célèbre ouvrage sur la musique, la comparaison de la musique française et de la musique italienne, il cite ce premier livre de petits motets de Campra comme étant la référence absolue en matière de bon goût, en matière de qualité, et en regrettant que Campra ensuite ait italianisé son style et se soit écarté des modèles de Lully ou de Charpentier. Voilà. Donc évidemment, en abondance, nous avons puisé dans ce premier livre en espérant et en supposant que nombre d'œuvres effectivement étaient attachées à la cathédrale Saint-Sauveur. Ensuite, il y a un certain nombre de grands motets, même si ce sont des petits grands motets en fait, comme le Grand Dixit par exemple, le Usqueco, le Magnificat dont nous avons donné donc des extraits aussi dimanche, le Confitemini aussi je suppose, qui sont donc les premières œuvres festives avec orchestre, soliste et grand chœur que Campra compose pour l'Église. Alors on peut aussi reconnaître qu'il s'agit d'œuvres de jeunesse dans la mesure où la symphonie, c'est-à-dire l'orchestre de l'époque, sa fonction est quand même limitée au fait de présenter uniquement le thème, d'introduire le thème soit du soliste, soit du chœur, par quelques mesures. Ensuite, l'orchestre ne fait que doubler les parties, voire quelques petites décorations et quelques interludes. Et en fait, son rôle est quand même extrêmement limité. C'est écrit à 2 voix, mais là, il faut être prudent. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour les Muses, qui est une œuvre de la maturité, c'est pas parce que c'est écrit à 2 voix, pour des raisons d'économie de papier, d'économie de travail de copiste, ou économie aussi d'imprimeur. C'est comme lorsqu'on imprime une symphonie pour piano au 19e siècle. Un petit peu, voilà, une sorte de réduction. Mais à l'époque, n'importe quel bon musicien était capable de recopier les parties de chaque musicien et de retrouver, de réécrire les parties manquantes, intermédiaires pour la symphonie. À partir de la basse qui est chiffrée dans les partitions. Alors la basse n'est pas nécessairement chiffrée, c'est assez rare que la basse soit chiffrée dans les manuscrits, du moins dans ceux que nous pratiquons autour de la maîtrise d'Aix, sauf que comme le dessus était aussi écrit, à ce moment-là, l'harmonie se déduit avec une relative simplicité. Après, c'est juste une question d'habileté dans les voix intermédiaires, de trouver, avec le style du compositeur, l'élégance et la pertinence de l'écriture des parties intermédiaires. Alors, ces symphonies peuvent être complétées, évidemment, par un second dessus, par une taille ou un haute contre de violon, si on veut compléter l'harmonie à 4 parties pour l'orchestre. Bien sûr, c'est à instrumenter aussi, comme on le faisait à l'époque. Les 2 flûtes allant avec la basse continue. On met les 2 hautbois avec le basson, si on veut avoir un registre d'ange, comme on le ferait pour un orgue, par exemple.
Et puis l'orchestre lui-même doit quand même équilibrer aussi un chœur qui à l'époque était peut-être d'une vingtaine de chanteurs. Le chœur des Fêtes d'Orphée qui reste modeste, c'est une trentaine, certainement pas 60, 80 ou 120 choristes de toute façon. Voilà, donc ces motets sont remarquables vraiment, d'une part déjà par la précoce qualité de leur écriture, mais aussi parce qu'ils montrent, par exemple, le quatuor que vous avez entendu dans le Magnificat, les extraits que nous avons donnés. Le soliste Taille, donc ténor, introduit le thème, l'orchestre précédemment l'avait déjà joué, et ensuite on a un quatuor absolument inouï, dans lequel Campra cherche certainement son style et écrit une polyphonie d'une complexité et d'un resserrement tout à fait extraordinaire. Après, les chœurs finalement sont beaucoup plus limpides et on a déjà là le style de Campra. Mais dans ce quatuor, par exemple, on a vraiment quelque chose qu'on ne verra plus, à ma connaissance, réapparaître tellement sous cette forme-là dans les œuvres ultérieures. On a d'ailleurs ça un petit peu aussi chez Jean Gilles qui, à l'occasion de tels motets, va faire des recherches, par exemple, d'imitation à la note près, avec un décalage simplement d'une noire, imitation tellement serrée que il est difficile de la rendre claire ensuite dans l'exécution, et ce sont des modèles qui ne seront plus véritablement repris ultérieurement. Mais voilà, on a donc un style en train de se construire, des techniques qui se confrontent à l'interprétation, à la réalité de l'interprétation. Vous avez dit, Guy Laurent, la vogue de la maîtrise de la cathédrale d'Aix en France, dans la Paris très centralisatrice de Louis XIV. Vous avez aussi parlé de Le Cerf de la Vieille Ville, qui évoque le changement de style vers plus d'italianité de Campra, devenu citadin de la capitale. Est-ce qu'il y a une musique méridionale? Est-ce qu'il y a des traits méridionaux dans la musique des maîtres de chapelle de l'époque, au XVIIe? Vous avez cité aussi Poitevin, le maître de Campra. Est-ce qu'on peut dire que dans sa jeunesse aussi, André Campra a des traits avec un peu d'accent? Je ne sais pas si on avait le même accent au XVIIe siècle qu'aujourd'hui. Alors, c'est la question centrale, évidemment, et celle qui nous intéresse depuis plus de 25 ans. Jean Duron,
qui a co-créé le Centre de musique baroque de Versailles, se posait la même question. Nous en avons discuté ensemble d'ailleurs, et voilà, je crois que ça mériterait une thèse en fait, le concours de plusieurs chercheurs qui pourraient comparer minutieusement les partitions, et je crois que ça passerait presque par un travail statistique d'analyse d'un très grand nombre de partitions. Donc nous on aimerait pouvoir dire oui, évidemment, ce serait génial de dire il y a un style méridional, il y a un style provençal. Poitevin a créé une école aixoise, mais il est un petit peu audacieux de l'affirmer sans preuve tangible. Ce qui est certain, tout le monde s'accorde à le dire, c'est que, mais là encore avec prudence, la présence tellement évidente de la danse, y compris qui imprègne toute la musique religieuse, est commune aussi à l'époque finalement à toutes les régions de France. Donc ce n'est pas non plus un trait, si ce n'est qu'elle est quand même extrêmement présente dans les œuvres de Poitevin et dans les œuvres de ses élèves. Les rythmes de danse, l'imprégnation d'une certaine forme, vivacité, rusticité de musique populaire, certainement un goût pour la mélodie simple, aisée, pour le bel canto, on pourrait quasiment dire, mais Caccini avait évidemment précédemment montré le chemin, mais il y a malgré tout ce goût. Et là où Jean Duron insistait, et où nous le percevons de la même manière, c'est certainement un goût très spécifique pour les couleurs. N'oublions pas que c'est Campra le premier qui va généraliser l'usage des violons à l'église, qui va faire rentrer certains instruments avant, dès qu'il est à Toulouse et ensuite à Notre-Dame de Paris. Voyons aussi dans les manuscrits des indications extrêmement précises de la part de Pellegrin, par exemple, ou d'autres auteurs qui marquent ici à demi-jeu, ici on n'utilise que la moitié du pupitre, ici pour tel effet sonore on va mettre un tissu sur le tambour pour obtenir une sonorité plus sourde, là on met simplement un instrument avec telle voix. Il y a manifestement un souci de la couleur instrumentale et vocale aussi certainement, qui pourrait être spécifique de cette musique provençale. En tous les cas, provençale elle l'est parce que les compositeurs, par exemple, de cette cathédrale d'Aix, sont nés à Aix, où ils ont passé beaucoup de temps, ont travaillé dans cette cathédrale, leurs interprètes étaient aixois et provençaux, leur composition était dédiée à cette cathédrale et le public de l'époque a assisté à la création, qui était donc le public aixois, a assisté à la création de ces œuvres. Donc on ne peut pas trouver plus aixois et plus provençal que ces œuvres où tout concourt à les rendre aixoises. Dans le style après des compositions, je pense que c'est tout d'abord et essentiellement de la musique française de leur époque et ensuite peut-être effectivement teinté de certains traits méridionaux qui restent encore à véritablement prouver, attester, encore une fois par une analyse précise des textes. Et c'est bien entendre. Il y a presque une volupté de la douleur là-dedans, et puis à un moment donné, hop, on a un resserrement. Et qu'on ait ces passages de densité et d'étirement, c'est toujours le même caractère, mais servi par un propos qui est à l'opposé. C'était très bien, hein, on refait le petit pont et on enchaîne. On a entendu beaucoup aujourd'hui à votre micro, David Mestry, Guy Laurent, et notamment à propos d'André Campra, vous l'avez rencontré cet été à Aix-en-Provence, Guy Laurent qui est le directeur musical de ces fêtes d'Orphée. Voilà, qu'on entendait chanter et diriger un bref extrait de répétition ici, avec cet ensemble qui défend Mordicus, leur compatriote André Campra. Je vous propose par contre, pour la suite musicale de cette première émission, de rester avec les fêtes d'Orphée, mais de quitter Campra pour un de ses jeunes successeurs, un autre musicien né à Aix-en-Provence, actif surtout à Marseille où il a été maître de chapelle, Laurent Bélissin, autre grand représentant de la musique baroque française. Voici donc son grand Magnificat, joué par les Fêtes d'Orphée sous la direction de Guy Laurent.
Legato
Voilà, ainsi s'achève cette émission de Musique en mémoire, avec ces musiques de Laurent Bélissin, en attendant de retrouver André Campra et vous, David Mestry. Merci David. Oui, et Hervé Niquet. De retour donc d'Aix-en-Provence pour cette semaine vouée aux compositeurs aixois. On remercie ensemble Patrick Lenoir pour sa réalisation, Isabelle Watson pour son assistance à la production, Musique en mémoire, proposition de Jean-Luc Rieder. Vous écoutez Espace 2, il est 11h.